C'est le début de cette nouvelle partie qui commence tout de suite. Bon visionnage. J'ai vraiment eu le sentiment d'advenir à l'humanité. Et j'avais 30 ans, hein, c'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai jamais eu le sentiment d'être un être humain. On est en plein dans le sujet sur l'humanisation de son extraterrestre. C'est que j'ai vraiment eu le sentiment qu'on m'a appris ce que ça voulait dire d'être un être humain, au-delà de l'appartenance à une catégorie de mammifères bipèdes. Voilà. Ce que ça voulait dire d'appartenir à de pouvoir se relier de façon individuelle et collective au groupe des humains. J'avais proposé de faire un petit moment faux self, puisque j'ai des questions qui sont reliées à cette thématique explicitement, et que tu as fait un gros travail dessus. Du coup, voilà, je voulais te poser plusieurs questions par rapport à ça. Déjà, par rapport à ton métier que tu viens de nous esquisser dans une partie de ce que tu fais avec les gens et qui a l'air de te stimuler et de te rendre heureuse et de te mettre au défi aussi, de façon joyeuse. Est-ce que tu dirais que ton métier, entre autres, c'est de faire prendre conscience aux gens de leur faux self et de les aider à le domestiquer et à le mettre à sa juste place? Alors ça a été une partie de mon travail parce que quand j'ai commencé en tant que praticienne, je me suis positionnée clairement dans l'accompagnement des HP, dans la construction de leur place sociale et de leur reliance à l'autre, et en particulier autour du faux self. Donc c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps, enfin très longtemps, toute proportion gardée, c'est ce que j'ai fait en tout cas en début de carrière de praticienne. Et aujourd'hui, j'ai moins de situations comme ça. Alors c'est assez amusant, je sais pas si ça te fait ça toi en tant que praticien, c'est que quand j'ai réglé proportion gardée, j'ai appris à assumer et à habiter un conflit et une problématique, et derrière j'ai le public qui vient pour ça. Et puis quand je suis passée à autre chose, j'ai à travailler un autre conflit et une autre problématique, j'ai le public qui vient pour ça. Mais naturellement, je fais pas exprès. C'est à un moment donné, je vois que les gens qui viennent naturellement vers moi viennent avec d'autres conflits, d'autres enjeux. Donc j'ai moins de gens avec un faux self, ou en tout cas s'ils viennent, c'est pas pour ça. Ils viennent pour autre chose. Et donc en fait, j'ai eu toute une partie avec des gens avec un faux self, ensuite toute une partie de clients qui étaient des praticiens qui cherchaient leur place, pile au moment où moi j'avais enfin trouvé la mienne, c'est rigolo. Et puis maintenant, je suis passée à autre chose, j'ai moins de praticiens qui viennent pour ça, et j'ai une espèce de nouveau public qui est en train d'arriver là, et qui doit être révélateur d'un autre enjeu. Et donc, pourquoi je te dis tout ça? Tu me demandes si mon boulot consiste à permettre aux gens de se rendre compte qu'ils ont un faux self. Bah, aujourd'hui, plus vraiment. C'est-à-dire que je travaille avec des gens qui sont passés au-delà, qui sont en train de chercher à faire œuvre, justement. Donc ils ont construit des choses et ils ont envie d'une autre dimension. Donc là, en ce moment, les clients qui viennent me voir, c'est des leaders de projets, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui ont l'impression de plus être bien à la tête de ce qu'ils ont construit, et puis qui cherchent une façon de le transformer en autre chose. Et puis j'ai tout un public qui vient avec des problématiques d'écriture. Donc c'est encore cette histoire d'auteur qui vient. J'ai des gens qui veulent écrire une thèse et puis qui sont bloqués, des écrivains qui arrivent plus à écrire, voilà, des publics comme ça. Donc en fait, est-ce qu'ils ont des problématiques de faux self? Pas forcément une problématique de faux self, mais ils ont une problématique d'autorisation, c'est-à-dire qu'ils se sentent quand même coincés quelque part et ils cherchent comment ils vont faire pour redevenir auteurs de leurs paroles, de leur place, de leurs actes. Et comment dire,
Il n'y a plus de faux self. En revanche, il y a toujours le processus d'autorisation qui est en jeu. C'est-à-dire que ça reste le fil conducteur de tous les accompagnements que je fais et de toutes les personnes qui viennent me voir. C'est des gens qui sont coincés au niveau de leur processus d'autorisation. Et tu vois, quand tu as un faux self, t'es pas auteur de ta parole. Tu as un problème avec le processus d'autorisation. C'est-à-dire que tu dis ce que le personnage social que tu es habitué à habiter a le droit de dire. Et c'est tout. Donc t'es comme Matamor et Colombine, tu tiens ton rôle et t'as pas le droit de dire autre chose. Et sortir du faux self, c'est t'autoriser à la variation et donc c'est t'autoriser à devenir créateur de ta parole. Et donc les gens qui venaient avec le faux self venaient pour redevenir auteur de leur parole, même si c'est pas ça qu'ils disaient en arrivant, mais l'optique c'était de faire en sorte qu'ils redeviennent auteurs de leur parole. Les gens qui venaient en tant que praticiens et qui savaient pas où se mettre cherchaient à devenir auteurs de leur pratique. Et pareil, hop, on a rejoué le même processus avec un autre public, avec d'autres problématiques, mais l'enjeu c'était le même. Et là, pareil, on est en train de travailler le processus d'autorisation avec un autre public, d'autres problématiques et un autre cadre. Mais le fil conducteur de tout ça, en tout cas le public qui vient chez moi, est pris autour de cet enjeu-là. Voilà. Ok, c'est hyper joyeux d'avoir ce truc-là en fait, tu pars d'une problématique, elle est très vivante pour toi aussi, tu viens juste de la dépasser, tu es en train de la dépasser, il y a les gens qui viennent avec cette problématique-là aussi, en fait, et la problématique change, donc cette notion d'horizon dont je parlais tout à l'heure pointe son nez aussi à cet endroit-là, c'est-à-dire que plus tu vas être ok avec quelque chose, moins les gens vont venir vraiment... parce que c'est moins vivant pour toi quand tu n'es pas encore un pied un peu dedans, j'imagine aussi. Il doit y avoir quelque chose comme ça. Quand on est plus concerné par quelque chose, en fait, on voit plus trop les gens qui sont reliés à cette problématique et qui sont Ouais. en réaction par rapport à ça ou en sensibilité trop forte, etc. Et Oui. moi, je me réjouis pour toi qu'il y ait toute cette fluidité en fait dans les publics qui changent au fur et à mesure, malgré, enfin naturellement, j'ai l'impression. Mmh. Ah, c'est formidable. Et moi, ça m'apprend des trucs aussi. Je me dis, tiens, c'est marrant, là, c'est le 3e écrivain du mois, là, qui vient, c'est bizarre. Il se passe un truc, là. Et ça m'interpelle sur sur le chemin que je suis en train de faire moi-même. Et en fait, c'est ça, quand être à sa place, c'est ça. C'est quand, à un moment donné, ce que tu fais fait sens pour toi et fait sens pour la collectivité et que ça se nourrit mutuellement. Et ça s'arrête jamais. Et là, t'es dans l'existence, t'es dans le processus existentiel et, euh, et tu fais œuvre à ce moment-là. C'est-à-dire que tu es, il y a une phrase de d'Anzieux, je crois, qui parle du processus créatif et qui explique le double processus qui se crée, c'est que tu crées une œuvre, donc voilà, tu crées l'œuvre et en même temps l'œuvre te travaille de l'intérieur. Et donc ça crée une espèce de boucle comme ça. Et ben c'est pareil quand tu fais œuvre dans la cité, c'est-à-dire que tu fais quelque chose qui est utile aux autres et au fur et à mesure que tu le fais, ça te nourrit, ça te fait grandir toi. C'est-à-dire que parce que j'ai commencé à travailler avec les gens qui avaient un faux self, parce que j'avais réglé mon truc, j'ai commencé à construire ma place de praticienne, donc j'ai commencé à attirer des gens qui cherchaient à construire leur place de praticien, et au fur et à mesure que je faisais ça, je devenais une entrepreneuse qui assumait de plus en plus d'être une entrepreneuse, et maintenant j'ai que des entrepreneurs qui veulent développer leur boîte. Et au fur et à mesure, le, 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 le processus est vivant, voilà. Ouais. Et qu'est-ce qu'on s'ennuie moins par rapport à avant? Mon Dieu. Ah, Qu'est-ce mais que j'ai pu m'ennuyer au travail avant, si tu savais? ça illustre très Mmh. bien cette réhumanisation de l'extraterrestre que tu étais jadis. Mmh. Et Ouais. je me dis, en fait, dans ce que tu exposes, il y a quelque chose
juste avant, c'est de dire on ne sait plus qui est l'essence de qui. C'est-à-dire, il y a une histoire de carburant là. On peut être très nettement en train de vivre une situation où le carburant c'est nettement ce qu'on fait par exemple, mais c'est pas qui on Ouais. est. Et là, il y a une confusion Mmh. presque entre les deux, même s'il y a une distinction avec les casquettes. Il y a aussi une Mmh. coexistence et une répercussion, un truc comme un moteur de temps quoi. Bon, il y a quelque chose de très beau là-dedans, même si bon, l'image du moteur Mmh. est pas terrible. Euh, Mais tu euh, vois, on revient sur cette histoire d'essence. C'est peut-être mhm, ma petite névrose personnelle hein, qui fait que j'ai un problème avec l'essence. Moi, j'ai du mal avec le fait d'être là ou, enfin comment dire, d'être coincé quelque part et de devoir trouver tu vois, tu me dis le faire et l'existence nourrit et moi j'ai du mal à intégrer l'être là-dedans et ça se sent dans ma façon de répondre et dans ma façon d'avoir du mal avec le développement personnel et c'est un sujet qui m'agace. Mais c'est probable aussi que ça réponde à ma petite névrose et à mon point aveugle et aux trucs que j'ai pas envie de regarder parce que ça m'emmerde et que j'en veux pas, tu vois. Et c'est intéressant et peut-être qu'un jour ça me rattrapera et pourquoi pas. Mais pour le moment, j'entends hein, ce que tu me dis hein, sur le fait que mhm. euh, il y a une espèce de boucle du faire qui nourrit la dynamique et qui ne se nourrit pas de l'être. Mais parce qu'en fait, moi, je me nourris pas de l'être. L'être m'encombre. Tu vois, Ah je waouh. sais pas quoi en faire. Ça me gonfle. Ah, c'est Voilà. fort. Ok. Ah ouais. Ah, bah, là aussi, on sent de la Ah oui, couleur. Bah, oui, si oui. tu veux, je fais des séances qui. Mais pourquoi pas? Il y a pas de problème. Bah, non, mais pour le coup, Ça c'est oui. Mm. bah, ce que je propose justement, ça s'adresse à l'être, puisque comment dire? C'est rigolo qu'il y ait ce blocage-là. Moi, j'ai le blocage inverse. C'est ça qui est Mhm. drôle. C'est pour ça que ça Ah. m'intéressait Oui. autant de te rencontrer. On met le Mhm. doigt sur le vrai truc en fait. C'est-à-dire que moi, je Ouais. viens au faire par l'être, et toi, tu viens Mhm. euh, par bah, l'inverse quoi. Moi, j'échappe à l'être par l'existence. Mhm. Et ouais, bah sans doute. Et il y a un truc, il y a un truc assez intéressant justement. C'est on n'a Mhm. pas. Enfin, il y a une zone de commun qui est très intéressante pour moi. Et pour Mhm. moi, l'être, ça me parle grandement et Ah ouais. ça me bloque pas du tout. Mais Mhm. pas dans un délire de justement on a, je sais pas moi, un absolu à rejoindre ou je sais pas quoi. Mhm. Euh, Ouais. non, en fait, on a une justesse à accepter. Voilà, je dirais ça comme ça, en peu de mots. Mhm. Pour Ouais. en venir sur mon point de vue sur la chose, c'est je me mets au service de ce qui est déjà en étant joyeux parce que je sais que ça va me stimuler exactement à l'endroit où j'ai besoin, même si je ne sais pas encore. Il y Ouais. a vraiment un truc comme ça. Bon, après voilà, passons. C'est pas mal invité. Euh, Je comprends et c'est pas que je suis pas à l'aise avec ça, c'est hmm, que je sais pas quoi en faire et je pense que mon extraterrestre il se nourrit d'un tas d'emmerdements qui relèvent de l'être et et le jour où j'ai compris ce que ça voulait dire exister et que exister c'était sortir de l'être, je dis mon Dieu oui, allons-y, allons-y, ça a l'air vachement bien, voilà et j'entends bien que en fait, je suis pas dans la négation de l'être. Juste, c'est un espace où je ne peux rien faire. hmm. Donc, je veux en sortir et sortir, c'est le processus qui me permet d'exister et de faire des choses que je pourrais pas faire en tant que moi. Parce que en tant que moi, bof, tu vois. Ah, En c'est tant que super moi, intéressant. ouais. C'est super Mais intéressant. voilà, c'est le, c'est ma petite névrose à moi. Et j'ai appris plutôt que de me dire, plutôt que de me battre contre un être pénible et chiant et dont je ne peux rien faire, Mhm. eh ben, j'en fais le tremplin vers un truc qui est lié à l'émancipation. C'est pas pour rien si c'est ma grande obsession, l'émancipation. Ouais. C'est que il y avait trop d'entraves pour que ce soit supportable. Donc, s'il y a que des entraves, ben, on va trouver un moyen de rendre ça supportable. Et rendre ça supportable, c'est faire de cet espace-là un tremplin vers des choses qui font sens
et auquel je peux avoir accès indépendamment de mon être. Ok. Eh ben, merci de partager ça, parce que vraiment, c'est la première fois que je tombe sur quelqu'un qui m'explique ça de cette manière, donc du coup, je suis Ah ravi. ouais. Ouais, 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 je trouve ça super touchant, Mhm. et voilà, j'en reste pas moins avec l'énergie que je t'ai citée juste avant, mais j'accueille ça avec plaisir. Mais Euh, on en reparlera si tu veux. ah bah, avec grand plaisir. Je reste sur la thématique du faux self, encore juste Mhm. une question, même Ouais, peut-être deux. Euh, En comme tu fait, veux. je me demandais, et je pense que c'est utile d'insister là-dessus parce qu'il me semble que c'est pas vraiment expliqué de la sorte. Est-ce que le vrai Mhm. self, c'est Mhm. l'acceptation de sa multiplicité, y compris le faux self? Alors, moi, je peux te dire comment je l'ai compris. Ça veut pas dire que Ouais, c'est ça qui a été dit, hein. bien Ce que sûr. j'ai compris, c'est que Winnicott dit que le vrai self, c'est le potentiel de créativité, et, et, et le faux self, le but du jeu, c'est d'en faire un masque parmi d'autres. C'est pas de le détruire, c'est de pouvoir jouer avec autant qu'avec les autres masques. Et peut-être qu'avec celui-là, on est plus à l'aise, parce que c'est celui qu'on a mis 10 ans, 20 ans, 30 ans à construire et à consolider. N'empêche que c'est jamais qu'un masque au milieu d'un tas d'autres qui sont aussi disponibles. Donc oui, je pense que c'est l'acceptation de la multiplicité, Hmm. et c'est l'acceptation du fait que euh, ton personnage principal n'est jamais qu'un costume de plus. Ouais, Et que je vais pas parler de liberté, je vais parler d'autonomie. L'autonomie, c'est avoir le choix. oui, tout à fait. Voilà. Et comment dire, de temps en temps, ce masque-là, il revient, hein, et c'est notre système de défense. Et on a mis des années à le construire, et tant mieux qu'il ait été là, parce que s'il a été construit, c'est qu'il y avait une raison, c'est qu'on en avait besoin pour survivre à ce qui était en train de se passer. Et, euh, et je pense que c'est important de faire la paix avec et de se rappeler que c'est comme c'est comme un gros chien de garde qui a été contraint de rester là entre nous et le monde. Et puis il faut lui dire qu'il a bien fait le boulot et qu'il a le droit de se reposer un peu. Qu'il va rester à nos pieds gentiment. Et puis s'il y a du danger, il reviendra. S'il n'y a pas de danger, il peut rester tranquille au pied. Voilà. Hmm. Et c'est pas une question de dressage. Il s'agit pas de dresser son faux self, mais il s'agit de lui donner le droit d'être là que lorsque c'est pertinent et utile. Et le reste du temps, on le laisse dormir dans son panier. Ouais, bah, je trouve que c'est très important d'insister là-dessus parce que vraiment cette notion de se débarrasser de son faux self pour embrasser le vrai, ben, à pignon sur rue et doit donner envie à des gens. En fait, c'est là où je te rejoins. Je peux pas faire autre chose. C'est se sacrifier, sacrifier une partie de Mmh. soi qu'on a été pendant si Mmh. longtemps en disant je n'en veux plus, c'est Ouais, à la poubelle et c'était de la merde et j'en veux, je renie celui c'est que j'ai horrible. été pendant toute cette période-là. C'est Ouais. s'amputer quelque Mmh. part. Et il Bien y a sûr. quelque chose de très violent là-dedans auquel je peux Mmh. pas moi. Mmh. Ben, Bien sûr. donc, du coup, c'est super important. J'aime bien ce travail-là que tu as fait malgré tout, même si aujourd'hui c'est plus ton actualité brûlante. Mmh. Elle a, ton point de vue apporte cette précision qui me semble essentielle. Voilà. Donc, merci beaucoup. Euh, Merci de me donner l'occasion d'en parler, parce que ça a été une découverte très très importante, hein, dans ma vie, hmm, hein, parce que quand tu découvres que t'as un faux self, effectivement, tu te dis, putain, j'ai ce truc-là, j'ai envie de l'arracher, j'ai envie de le mettre au placard, j'ai envie de m'en débarrasser, et ça veut dire aussi, et c'est une grosse angoisse, hein, que tout ce que t'as construit avec, ça serait tout fake. Donc, hmm, tu as construit un couple avec, il faut quitter ton compagnon. Tu as construit une carrière avec, il faut. C'est une angoisse terrible. Moi, j'avais des gens qui venaient me voir en me disant, j'ai découvert que j'avais un faux self. Est-ce que je dois quitter ma femme? Oula, on se calme. Non, vous n'êtes pas obligé. C'est super important de se rendre compte que c'est un système de défense et que on se débarrasse pas d'un système de défense. On l'apaise, on l'appréhende,
on l'élucide, on le dénoue, on lui laisse sa juste place, on lui dit merci aussi pour le boulot qu'il a fait, parce qu'il a bien bossé. Si on est toujours vivant, c'est quand même grâce à lui. Donc, merci à lui d'avoir fait le taf. Et en faisant ça, on s'autorise à poser les armes aussi. Parce que avoir un faux self, c'est être en guerre contre l'altérité menaçante. Mais quand on commence à vouloir détruire son faux self, on est en train de retourner les armes contre soi et on essaie de se faire la guerre à soi-même. Et le but du jeu, c'est pas de changer la cible, hein, c'est d'arrêter de faire la guerre. Ouais. Ouais, bah, super, super. Ce point-là, il est vraiment important. Tu vois, autant on revient sur un sujet qu'on a déjà traité, autant là, la façon dont tu le poses est vraiment, je pense, très parlante en un seul bloc en disant, bam, voilà. Et je trouve ça, voilà, je trouve ça trop bien. C'est trop bien. D'ailleurs, j'avais j'avais une petite pensée qui allait vers l'énéagramme et vers un monsieur qui parle d'énéagramme de façon, pour moi, intéressante. Il s'appelle Daniel. Ah, j'ai que son prénom. Ah, j'ai bouffé son nom. Ah, je sais plus. Bon, je mettrai ça dans la description. En fait, ce Daniel-là, il explique l'énéagramme d'une façon qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire que l'énéagramme, c'est la première stratégie payante qu'on a eue quand on était dans une situation de dépendance totale, et que on a vu que dans le contexte, qu'est-ce qui allait faire, d'après nous, et nos maigres possibilités, puisqu'on est vraiment, bah voilà, on peut pas faire beaucoup de choses, quelle stratégie va être la plus payante dans l'environnement qui est le nôtre pour être aimé, à obtenir un maximum de sécurité par rapport au contexte et avoir de l'attention, quoi. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est peut-être aussi, quelque part, l'énéagramme, ce serait peut-être le faux self qu'il faut intégrer au milieu des autres masques qu'on va trouver. Mais celui-ci, c'est le principal parce que c'est le premier qui a marché et donc c'est le premier qui s'est imprimé sur notre disque dur. Je trouvais cette image assez belle. Ouais, voilà. C'est une théorie intéressante. Vu comme ça, moi j'avais pas une mauvaise image, mais j'avais l'impression que l'énéagramme c'était pensé comme justement trouver son essence, trouver sa nature, et en fait je suis un peu revenue là-dessus dans le sens où j'ai fini par assimiler l'idée que c'est pas l'outil en lui-même qui détermine si tu en fais un outil essentialiste ou pas, c'est la façon dont tu t'en sers et la façon dont tu permets à la personne qui l'utilise de s'en servir de tremplin pour aller vers ailleurs ou au contraire de s'enfermer dedans. Et que n'importe quel outil finalement peut servir soit à consolider une essence et une identité close, soit d'en sortir. Ouais. Et ça m'a beaucoup calmé sur le regard que je pouvais porter sur certaines pratiques qui venaient me chatouiller dans ce truc d'essence qui m'agace. Et ça m'a permis d'adoucir un petit peu mon regard dessus. Et la façon dont tu le présentes, je trouve que c'est très pertinent. Et effectivement, si on le pense comme la première stratégie et donc le personnage social que tu es obligé d'assumer pour pouvoir composer avec tout ce que tu comprends pas, c'est d'autant plus parlant et ça renvoie justement à l'idée que ok, tu as été obligé de jouer à ça, maintenant comment tu t'autorises à en sortir et à y revenir quand c'est pertinent éventuellement. Ouais. Et je trouve ça intéressant de le voir comme ça. Carrément, moi ça m'avait parlé parce que j'avais déjà croisé l'énéagramme plusieurs fois en fait avant d'avoir son son de cloche à lui. Et quand il a expliqué ça de façon aussi simple, je me suis dit ah ça y est, ça m'intéresse l'énéagramme, c'est intéressant maintenant. Et je compte bien l'inviter sur cette chaîne si jamais il accepte, même si j'ai oublié son nom de famille malheureusement. Mais c'est juste, en plus je l'avais hier, tu vois, je l'ai juste perdu maintenant. Bon voilà, ça arrive, écoute. Donc j'avais trouvé son éclairage assez parlant et de dire que en fait cette stratégie qui a été payante au maximum par rapport au contexte et ce qu'on en comprenait au départ, a cette puissance-là parce que c'est la première chose qu'on a mise en place, c'est le premier comportement et la première stratégie qu'on a mise en place, et que derrière, c'est ce qui va nous chuchoter à l'oreille, à la première occasion où on va être en panique, c'est ça qui va venir nous dire quoi faire. Et oui. Et en fait, on peut dire, ok, j'ai bien entendu ce que tu m'as dit, mais maintenant, peut-être, j'aimerais être créatif à cet endroit où d'habitude, je fais ce que tu me dis.
Mhm. Il y a aussi cette Oui. technique-là, voilà, que je mets là à Mhm. disposition. Et puis Mhm. on va passer à la suite. Mais je Mhm. voulais faire ce petit crochet par l'énéagramme parce que je trouvais ça Mhm. rafraîchissant. Et oui. Euh, bon, je vais passer ça, mais je vais passer à Charles Roseman. Je ne sais pas si tu le connais, ce monsieur, puisque depuis tout à l'heure, on a Ça me dit beaucoup rien. évoqué la notion de conflit. Et en fait, ce Oui. monsieur, il m'a fait aussi un grand boom dans ma tête quand il a fait la distinction entre conflit et violence. C'est un monsieur Mhm. qui a un certain âge et qui a passé sa vie à aller faire du conflit avec des gens. En fait, il dit que Mhm. là où il y a de la violence, il n'y a pas de personne. Il y a des systèmes de pensée qui s'affrontent. Donc en fait, la violence, c'est quand les gens ne se considèrent pas comme des personnes entre eux, donc il n'y a pas de notion d'altérité, encore une fois. Et dans le Ouais. conflit, c'est les expériences concrètes des personnes, donc euh, les expériences subjectives des personnes qui vont être témoignées d'une personne à l'autre, chacune à leur tour, pour pouvoir être en train de parler d'humain à humain, et non pas d'idéologie à Mhm. idéologie, en gros. Donc je trouve cette Ouais. distinction vraiment très forte. Et est-ce que toi, Ouais. la valides, celle-ci, ou pas? Ah, complètement. Ouais. Alors, moi, je l'explique autrement. En fait, j'oppose deux autres, enfin, pas les mêmes concepts. J'oppose pas le conflit à la violence, mais le conflit au combat. Mais ça veut dire la même chose, en fait, hein. Ok. C'est-à-dire que les gens qui disent ne pas supporter le conflit, en fait, ils confondent le conflit et le combat. C'est le combat implique, bah, justement, dans la notion d'altérité. Le combat, ça veut dire qu'il y a deux altérités et que chacune essaie de détruire l'autre, hein. C'est pareil avec l'argumentation en mode conviction, convaincre l'autre, ça veut dire détruire son système de pensée. Donc c'est un combat aussi. C'est un combat symbolique où on va détruire la pensée de l'autre. Et donc il y a forcément un vainqueur et un qui a disparu. Et là tu retrouves l'idée de l'individu tout seul et l'autre autour euh, qui n'existe pas et qui ne doit pas le toucher, qui ne doit pas le faire changer. Donc le combat, c'est le refus de l'altérité. Et le conflit, c'est deux altérités qui se frottent. C'est-à-dire que en se frottant, donc en se confrontant, tu disais, en comparant des expériences d'êtres humains, ben, en fait, quand tu te frottes comme ça, tu es altéré par l'autre. Tu vois, euh, les deux vont repartir vivants, mais un peu changés. Et c'est ça qui va générer du changement d'un côté et de l'autre et dans la relation commune. Et donc, effectivement, dans le conflit, euh, on, on, on est deux humains qui s'altèrent et qui se frottent et des fois ça fait des étincelles et c'est sympathique. Et dans le combat, on se tape dessus jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui disparaisse. Et quand on ne distingue pas les deux, eh ben, on supporte pas le rapport de force, on supporte pas la contradiction, on veut de l'harmonie partout. Et puis, on supporte pas le conflit intérieur non plus, parce qu'on confond le conflit intérieur et le combat. Et donc, le conflit intérieur génère du frottement et de l'altération et des étincelles, alors que le combat intérieur, c'est insupportable. Ça Ouais. rejoint très exactement ce qu'on dit tout à l'heure. Bah oui, mais c'est important de l'éclairer de cette façon-là, je trouve, parce que vraiment, là, ça peut être parlant directement pour des gens qui dans un premier temps, rechigneraient avec les autres mots qu'on a choisis. C'est-à-dire que là, faire la distinction entre deux termes qui souvent sont pas éclairés de cette façon-là, Mm. je trouve ça, à chaque fois, c'est percutant. On en fait ce qu'on en veut. Mm. On peut dire non, non, mais c'est n'importe quoi. On a le droit. Mais en tout cas, pour ceux qui Mm. ne vont pas aller dans cette voie-là, il y a une clé facile en fait là-dedans, Ouais. une porte d'entrée facile à une réflexion nouvelle, je trouve potentiellement. Voilà. C'est pour Il y ça a un que je voulais. super bouquin qui parle de ça, qui s'appelle L'éloge du conflit, Ok. de Benya Sayag et un co-auteur dont j'ai oublié le nom, je suis désolée pour lui ou pour elle. Mais c'est un très très bon bouquin, L'éloge du Ok. conflit, et ça explique très très bien en quoi c'est créateur, en quoi c'est stimulant et en quoi c'est respectueux de soi et de l'autre d'aller se frotter la tête à un autre système de pensée, à un autre regard et c'est aussi ce qui permet de se sentir vivant et de se sentir comment dire, de se sentir stimulé dans son humanité. C'est-à-dire que le
être relié à l'autre, c'est pas juste être accueilli comme on est et entendu, et c'est très bien, hein, mais ça suffit pas. Être confronté, ça fait partie de notre besoin de reliance. Alors, on a besoin des deux. Alors quand on a été trop bousculé par la vie, on a d'abord besoin d'être accueilli et entendu parce que mais une fois que ce travail-là de réappartenance bienveillante a été fait, le réapprendre à assumer le conflit, c'est essentiel parce que ça fait partie de 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 l'art d'être un humain relié aux autres et qu'on en a besoin. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, bah, j'essaye justement dans les accompagnements que je fais de fournir ces deux côtés-là, c'est-à-dire l'accueil Mmh. inconditionnel qui va accueillir la personne dans sa fragilité et dans sa subjectivité. Et ensuite, Mmh. à des moments où je vais sentir que c'est possible et souhaitable pour la personne, je vais essayer aussi ouais, d'aller un petit peu plus au contact et de voir Mmh. que le contact peut être agréable avec quelqu'un qui n'est pas en train de vouloir leur appuyer sur la tête. Je suis en train d'aller au Mmh. contact avec bienveillance et en étant moi-même Mmh. un maximum à nu. Ce qui fait que Mmh. ça change aussi, parce que généralement, quand ce genre de contact-là musclé, on les a avec des gens qui ne se déshabillent pas du tout. Mmh. Bien sûr. Symboliquement, ils sont en train de bomber le torse, ils ont Mmh. toutes les armures du monde sur eux parce qu'ils veulent pas qu'on Mmh. puisse les atteindre. Donc à ce moment-là, Mmh. moi, je me rends à la fois vulnérable et en même temps, je vais au contact de la grille de lecture de la personne qui est sans doute la seule pour essayer de la faire un Mmh. tout petit peu s'ouvrir à une autre possibilité qui sera pas celle que je vais Ouais. évoquer, qui en sera une troisième sans Mmh. doute. Bon, bref, j'adore faire ça. C'est une de mes passions dans la vie. Mais c'est super. Mais c'est beau aussi de réapprendre aux gens qu'on peut être en conflit de façon saine, de façon joyeuse, Ouais. et que c'est un plaisir Mm. aussi d'aller se frotter les neurones à un autre système. Ouais. Les neurones ou autre chose, hein, d'aller au contact, comme tu dis, d'aller comment dire, se, se se raboter un peu à des endroits où on a besoin de l'être. Ouais. Et c'est joyeux et c'est structurant. Et je crois pas, tu vois, aujourd'hui on est je trouve, hein, on confond la bienveillance et le sirop, je trouve. On est dans une espèce de dégoulinade de sirop, de sucre là partout. Les, il en faut un peu au bon endroit, mais trop de sirop, si c'est pas bon pour le corps, ça doit pas être bon pour la tête non plus. Et il y a beaucoup de discours, je trouve, tu vois, tout ce truc là de je fais ça avec bienveillance et avec amour et avec ah, bon, je pense que notre boulot, qu'on soit thérapeute ou qu'on soit éduque, c'est aussi de bousculer, pas de violenter, de bousculer, c'est-à-dire de mettre un peu des pichenettes là, là où on pense qu'éventuellement c'est supportable et que ça peut créer du mouvement. Et j'ai l'impression que on oublie un peu souvent cette partie-là. Tant qu'on est dans le sirop, l'autre nous aime. Hein, on est le bon papa, la bonne maman, hein, c'est confortable. Hein. Et, et, et puis aller un peu au contact et aller bousculer, c'est difficile aussi pour le praticien. Mais en même Ouais. temps, je pense qu'ils en ont besoin et nous aussi. Je suis Quand totalement d'accord c'est avec que ça. Je suis totalement d'accord avec ça et en réalité, je pense que c'est bien qu'il y en ait pour tous les goûts. C'est-à-dire que ceux qui ont besoin de sirop, il y en a. Il y a des gens qui font du sirop. Ça ouais, tombe bien. ouais, ouais. Et Mmh. justement, c'est pour ça que bah, c'est intéressant de pouvoir développer en dehors des accompagnements que tu fais. Bah, des moments comme on est en train de vivre maintenant, parce que on peut dans ces moments-là se relier à ton énergie qui n'est pas du tout Mmh. sirupeuse à mon goût. Et qui Non. moi me donne envie justement ça donne envie bah, à quelqu'un comme moi par exemple c'est hyper attrayant cette espèce de une énergie qui il y a quelque chose de chevaleresque chez toi je dirais il y a quelque chose comme ça euh, Ouh, ouh, mais merci. mais non mais il y a quelque chose d'assez il y a une noblesse en fait de ce que de ce que tu envoies bon après je sais pas si je le partage à titre privé ou public mais en tout cas c'est sincère Mais euh, j'apprécie beaucoup.
j'ai une j'ai une autre opinion de ce que doit être mon métier. Je trouve que Ouais. c'est un beau métier et qu'il faut lui faire honneur. Et j'essaye, comme je peux, de le faire. Et ça me touche que ça puisse être reçu comme tel. Voilà. Ah, je, Ce sont des beaux métiers, les métiers du soin et de l'accompagnement. Ça relève de belles valeurs et d'idéaux élevés. Et on met toute une carrière à essayer d'être à la hauteur de ça. ouais. Mais voilà, on sent que ça te tient à cœur et c'est super. Je pense que tout le monde aura Mm. vu ça. Donc, moi, je vais Je passer sais pas. à ma dernière question. Et après, je passerai la Mhm. main à Gaëtan qui va venir un petit peu. Bah, il a pris plein de notes là pendant qu'il faisait la Ah, régie. Et ok. il va venir un peu s'entretenir avec toi. Et puis après, je reviendrai pour te saluer pour la fin de cet entretien. Avec plaisir. Du Mhm. coup, ma dernière question, ce sera, est-ce que justement, tu as déjà commencé à le faire, il y aurait des livres, des films ou des ressources à donner à nos spectateurs pour des clés de réhumanisation de leur extraterrestre ou d'autres sujets qu'on a abordés aujourd'hui? Est-ce que tu aurais un petit peu des conseils à nous donner et nous, on se charge de le rendre visible pour les gens ensuite? Bah, j'ai dit l'éloge du conflit, c'est très Ouais. bon. Euh, Là, je le cite tout le temps, donc la fin de la plainte de François Roustan, c'est très très bon aussi. Justement, il dit que on se plaint pour ne pas avoir à changer, et il fait bien le distinguo entre euh, comment dire, entre le fait d'exprimer sa souffrance et le fait de tourner en rond autour de sa souffrance dans ce qu'il appelle le manège narcissique, c'est-à-dire que tu tournes autour de ton truc là. Et et il y a une confusion entre exprimer sa souffrance pour essayer de trouver une sortie et tourner autour de son nombril jusqu'à la fin des temps. Et c'est très difficile d'accepter, de se rendre compte que on souffre, on souffre parce qu'on entretient ça aussi, et qu'on a notre part de responsabilité dedans. C'est très désagréable de s'en rendre compte. Et en même temps, quand on s'en rend compte, ça redonne le pouvoir de changer de positionnement et de retrouver de retrouver des leviers pour agir et pour bouger. Donc la fin de la plainte de François Roustan, c'est top. Qu'est-ce que j'ai envie de vous conseiller d'autre? Ah oui, je te donnerai le lien. Mhm. C'est justement, c'est un texte de mon prof qui s'appelle Faire, être et exister, qui explique de façon très bien foutue la distinction entre les trois et comment dire, comment on fait pour repérer à quel endroit on se situe et ce que veut dire vraiment exister. Et moi, c'est le texte qui m'a permis de comprendre ce que ça voulait dire. Je l'ai lu 50 fois avant de comprendre, hein, tellement ça n'avait pas de sens à ce moment-là. Mais une fois que j'ai compris, ça ouvrait des perspectives absolument réjouissantes. Et ça, c'est un très bon contenu pour repérer à quel endroit on a mal et ce qu'on peut en faire. Voilà. J'ai un article écrit par mon prof aussi qui parle de la complexité, de comment penser le savoir et la complexité, et qui répertorie les différentes grilles de lecture et qui explique le passage entre le contrôle et le vivant, et donc entre le compliqué et le complexe. Ça pourrait être utile, et donc je te donnerai le lien aussi. Ouais, avec plaisir. Super. Eh ben, très bien. Écoute, maintenant, je vais te laisser rencontrer le point de vue Ouais, subjectif de Gaëtan. Donc, je le laisse s'installer et super. je te dis à tout à l'heure. Je te remercie beaucoup pour cet entretien que tu nous as accordé aujourd'hui. C'était très, très agréable. Beaucoup de fraîcheur, j'ai trouvé dans l'entretien, puis beaucoup de sourires, beaucoup de joie, à la fois d'exposer ce que tu sais et à la fois aussi d'en être arrivé là où tu en es rendu, j'ai l'impression. Il y a quelque chose de l'ordre du chemin que tu as évoqué avec nous aujourd'hui, qui est aussi ton propre chemin, à la fois de thérapeute, mais aussi tout simplement d'être humain. Et je trouve ça très touchant. Cette honnêteté, ouais, je vais dire ça comme ça. Tu as parlé de petit singe savant, un petit singe savant, Mm. sachant, et donc du coup, en tant qu'être sachant, parfois agaçant pour les autres, ce qui sans doute ne faisait que créer ce décalage encore un petit peu plus, ce côté extraterrestre.
cette fragilité que tu as évoquée avec nous en nous disant si je ne sais pas, le risque c'est de me sentir fragile quand je ne sais pas en fait. Le Ouais. savoir comme un mur, tu as parlé de poser des briques comme un mur. Est-ce que alors ma question, ça serait le savoir du coup que tu as développé. Est-ce que ça serait pour toi une façon d'avoir un mur de choses objectives et donc de choses justes face peut-être à une injustice que tu verrais à l'extérieur, surtout quand tu étais plus jeune? Si ma question n'est pas Euh, claire, tu me dis, hein. C'était, je pense pas que c'était une réaction à l'injustice, c'était une réaction à la non-compréhension permanente de tout ce qu'il y avait autour. C'est-à-dire que je ne comprenais strictement rien, je n'avais aucun code et aucun moyen d'être rassurée. Et donc, j'avais besoin de rationaliser tout ce que je pouvais. Premièrement, pour avoir des repères, et deuxièmement, pour euh, comment dire, pour avoir un pont disponible entre ce qui se passait autour et moi. Et là, par exemple, quand j'explique des choses, j'utilise beaucoup de concepts parce que si j'ai pas de concept, je comprends pas ce qui se passe. J'en ai besoin pour structurer ma pensée et j'en ai besoin pour mettre du sens sur ce qui se passe autour de moi. Et ce que j'arrive à expliquer aujourd'hui avec des concepts qui m'ont semblé utiles pour ça, quand j'avais 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, je n'y avais pas accès à ces concepts-là. Donc je comprenais rien. Et comme je ne comprenais rien, eh ben j'essayais de chercher du savoir partout où je pouvais et d'essayer de monter des raisonnements avec. Et c'est pour ça que ça ressemblait à des briques qui s'enchaînent. Euh, de- et ça s'enchaînait mal et ça ne correspondait pas parce que la complexité du vivant échappe à la rationalisation et échappe à l'enchaînement de briques. Mais j'avais pas les moyens de penser ça à cette époque-là. Donc non seulement je mettais des briques partout pour essayer de comprendre, mais en plus ça marchait pas parce que c'était pas la bonne grille de lecture. Et plus c'était anxiogène et plus il fallait de briques nouvelles pour essayer de compenser ça. Donc c'était, je pense pas que ce soit lié à un sentiment d'injustice, c'était vraiment lié à l'angoisse de la non-compréhension. C'est-à-dire que si je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi, je suis en danger, puisque je n'ai aucun moyen d'anticiper ce qui se passe, je n'ai aucun moyen de me positionner, j'ai aucun moyen de repérer ce qui est en train de se jouer autour de moi. Donc je peux facilement devenir l'objet des situations. Je peux facilement être menacée parce que je capte pas ce qui se joue. À partir du moment où je comprends que je suis en danger, ça augmente le besoin de renforcer le, le, le la stratégie de défense. Et plus on s'enferme dans une stratégie de défense, et plus ça devient un piège. Donc tu as parlé aussi du coup de cette peur de l'autre. Est-ce que tu aurais enfin, pour toi, à quel moment est-ce que tu te souviendrais, est-ce que tu arriverais à le caractériser? À quel moment tu as l'impression d'avoir été au-delà de cette peur de l'autre? Est-ce qu'il y a eu une impression de déclic? Est-ce que tu aurais un exemple concret, une anecdote autour de ce moment où justement tu n'étais plus dans cette peur de l'autre? Quand j'ai fait mon master de sciences de l'éducation, ça a coïncidé avec le moment où j'ai découvert que j'étais HP. Je le savais pas. Je l'ai découvert à l'âge de 30 ans. Donc j'ai passé toute ma jeunesse sans savoir que j'avais cette particularité-là. Et subitement, ce master m'a donné tous les concepts qui me manquaient pour comprendre ce que je vivais. C'était extrêmement éprouvant parce que mon faux self a volé en éclats comme ça, en claquant des doigts, en quelques semaines. Et je n'aurais pas pu le laisser voler en éclats si je n'avais pas senti que les professeurs qui m'accompagnaient dans ce processus-là avaient et l'humanité et les épaules et le savoir nécessaires pour contenir ça. Et donc j'ai fait une très très grosse crise existentielle pendant cette période-là qu'ils ont contenue avec beaucoup d'élégance et avec beaucoup de considération. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu m'autoriser à ne pas avoir peur de l'autre.
C'est-à-dire que le système de défense ne peut pas tomber si on n'a pas confiance en la personne en face qui va contenir ça. C'est-à-dire que le faux self, c'est une stratégie qui vise à se contenir soi-même, en fait, hein, parce qu'il n'y a rien autour qui permet de le faire. Et donc, on va pas l'enlever s'il y a personne pour remplacer cette contenance. Donc, la confiance que j'ai pu placer en mes professeurs a permis ce changement de positionnement et a permis de travailler mon rapport au savoir et de pouvoir faire tomber ces défenses. Voilà. Et ça a changé plein de choses et ça a ouvert tout ce qui s'est passé derrière. Et j'ai pas peur de le dire, quand j'ai fini mon master et que j'ai fait des séances de supervision avec mon prof principal derrière, j'ai vraiment eu le sentiment d'advenir à l'humanité. Et j'avais 30 ans, hein, c'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai jamais eu le sentiment d'être un être humain. On est en plein dans le sujet sur l'humanisation de son extraterrestre. C'est que j'ai vraiment eu le sentiment qu'on m'a appris ce que ça voulait dire d'être un être humain, au-delà de l'appartenance à une catégorie de mammifères bipèdes. Voilà. Ce que ça voulait dire d'appartenir à de pouvoir se relier de façon individuelle et collective au groupe des humains. Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire jusque-là. Et ça a été l'apprentissage le plus beau et le plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Voilà. Alors, dans ton parcours d'apprentissage, j'ai noté aussi, à un moment donné, tu as dit mon prof que j'aimais beaucoup. Moi, ça me ramène dans mon expérience d'enseignant, à la fois, certes, à un savoir qu'on a envie de partager, mais aussi à cet aspect justement, je veux dire affectif, peut-être si j'allais dans le... C'est-à-dire que transférer un savoir ou partager un savoir, c'est une chose, mais s'il n'y a pas effectivement cette émulation, cette envie de rejoindre l'autre, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, dans celui qui propose comme dans celui qui va venir, je pense qu'on perd une grande partie de réussite. Donc, comme tu dis, le thérapeute qui accueille, mais aussi celui qui va essayer de transmettre un savoir, le fait de le transmettre dans une posture où il y a voilà, de l'affection, comme je dirais, pour pas parler de bienveillance, mais cette notion d'accueil et presque de complicité, quelque part, de reconnaissance en tout cas. Ouais. Je me suis demandé du coup, et c'était en rapport avec ce que tu as dit juste avant, quand tu disais rejoindre cette société dont je faisais partie, ce groupe dont finalement je faisais partie, alors que c'était pas comme ça que je me sentais auparavant. Si je fais un petit tour vers ce qui se passe actuellement, 2021, on a quand même un petit côté normalisation à outrance, c'est comme ça que moi je peux le ressentir. Toi, ta posture en ce moment, elle est simple, ou justement tu peux ressentir des frictions internes de ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu ressens dans le cheminement de notre société commune actuelle, nous les êtres humains? Je sais pas si je suis capable de répondre à cette question. J'aimerais bien, hein, mais je suis pas sûre d'être outillée pour ça. J'ai du mal à avoir un regard sur le collectif. Je m'explique. Ma capacité à être singulière et reliée dans la cité, elle s'est jouée, mais elle est fragile. Et si je travaille à distance sur Skype avec avec très peu de gens, c'est parce que pour le moment, c'est ma façon à moi de pouvoir avoir une place dans la cité. Et je travaille vraiment avec les processus individuels et j'ai des difficultés à saisir l'évolution du collectif parce que j'y suis très peu confrontée. Je travaille très peu avec les collectifs. Donc plutôt que de dire une bêtise, je préfère je préfère m'abstenir. Je suis pas capable d'avoir ce genre de regard. Ok, je trouve ça justement très pertinent d'être honnête aussi sur là où on a envie d'aller ou de s'exprimer.
Là aussi, c'est bien, justement, dans le côté singulier par rapport à une société où parfois on a l'impression que dès qu'il y a une caméra qui est branchée sur nous, un micro, on est censé avoir un avis. Donc je Mm. trouve ça très touchant humainement, justement, que tu t'autorises à ne pas exprimer un avis sur quelque chose où, voilà, où tu n'as pas envie d'aller. Il y a un C'est paquet chouette. sur lequel j'ai pas d'avis, malheureusement. Mais, Mais ça fait du bien aussi, en fait, d'avoir des gens mais qui vont ouais. pas nécessairement, coûte que coûte, vouloir batailler pour un avis en essayant de Mm. convaincre d'autres gens qui n'ont peut-être rien demandé en plus. Donc Bien non, sûr. moi c'est chouette, je trouve, en fait. Et c'est justement parce que je suis sortie de mon faux self d'hyper sachant que je peux me permettre de faire ça. Ouais. J'ai le droit de pas savoir, c'est merveilleux. Et il se passe rien quand je sais pas. Enfin, en tout cas, il se passe rien Non. de particulier. Parfois, quand on l'avoue, en plus, l'autre en face se propose de nous aider à apprendre ou à Mais avoir oui. un peu plus. Donc, c'est devient une co-création et on travaille ensemble. Et là, on sent l'humanité que de devoir Mais oui. essayer de dire non, c'est comme ça que tu dois penser, pauvre petite âme ou petit être. Oui, c'est C'est ça. chouette. Tu nous as parlé de l'être humain, de ses variations, de ses changements. Est-ce que, à ton avis, alors là, c'est pas lié à quelque chose que tu as dit, mais je me suis posé la question quand vous avez échangé tout à l'heure avec Mathieu. Est-ce que pour toi, le faux self peut être un contributeur au burn-out? Ah oui, complètement. Mhm. C'est-à-dire que comment dire? Bon, il y a le faux self qu'on construit pendant son enfance, mais quand on se retrouve dans la vie active sans avoir travaillé ce concept-là, en général, on va aller faire un métier qui correspond complètement à son personnage social. Voilà, donc moi je suis allée faire formatrice à 25 ans, hein, parce que voilà, j'étais le sachant absolu. Et puis ça marche pas bien sûr, hein, voilà, on se prend le réel dans la gueule assez régulièrement, et tant mieux, c'est ça qui nous fait bouger. Mais forcément, on se retrouve à jouer son personnage figé un peu partout, et ça demande une énergie faramineuse. Et comme c'est impossible de mener toutes les missions qu'on peut avoir à accomplir dans une vie, dans une carrière, avec un seul masque disponible, bah, on, comment dire, on se prend des murs dans la figure, on se retrouve entravé en permanence, on comprend pas pourquoi. Et donc, plus on est en insécurité, plus on consolide son petit personnage. Et à un moment donné, on n'a plus la ressource, on n'a plus d'énergie. Et bien sûr que ça génère des burn-out. Parce que, comment dire, l'absence de capacité à varier, à bouger et à assumer son processus existentiel comme un truc qui se renouvelle en permanence et qui nous fait bouger en permanence, génère de la crise. Parce que la crise, c'est quand on est figé quelque part de plus en plus longtemps, que ça devient de plus en plus souffrant, qu'on a de moins en moins de capacité à bouger, et à un moment donné, la pression est trop forte et on n'a plus la ressource. Et là, paf, ça s'effondre. Et quand on est dans un processus de changement permanent, c'est pas toujours confortable, mais on est dans le dialogue entre l'inconfort et la ressource, et pas dans la souffrance qui est permanente et qui conduit à la crise. Et je pense qu'effectivement, le faux self permanent qui se rejoue au travail et qui ne peut, comment dire, qui est d'un côté dans l'incompréhension de ce qu'il vit et de l'autre dans le besoin de consolider en permanence son personnage, à un moment donné, on n'a plus la ressource. On n'a plus la ressource pour composer avec ça. Et en plus, on n'est jamais nourri par les apports extérieurs parce qu'on a tout blindé et on est derrière une vitre. Et voilà. Donc il y a ni altération, ni processus de changement, ni démarche existentielle nourrissante. On est coupé de tout ça. Et puis on peut pas tenir très longtemps. Le chemin, oui, le chemin ne peut mener qu'à effectivement un épuisement total. C'est à ce que le corps parle finalement dans le burn-out. J'ai noté des mots que j'ai trouvés très chouettes. J'ai noté des phrases comme quelque chose d'élégant. À un moment donné, tu as essayé de faire quelque chose d'élégant avec tout ça. La grâce aussi. Tu as parlé de danser à un moment donné. Donc tout ça, je trouve que ça se connecte bien d'un point de vue mots. Et ce que j'ai noté, c'était finalement, tu évoquais le fait quelque part de s'habiller joliment sans pour autant se camoufler derrière un masque. Donc on peut jouer, bouger, se développer, le côté joliment, gracieux, élégant,
sans pour autant effectivement créer un masque rigide derrière lequel Mmh. on irait se cacher, se protéger. Mmh. Bien sûr. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on peut reprendre des morceaux de son personnage figé et puis on peut les utiliser autrement, on peut les réinventer, on peut jouer avec, on peut, comme des plumes à son chapeau. Donc du coup, je te vois un peu comme une danseuse, tout comme une couturière, Mmh. créatrice, décoratrice. Mais en tout cas, ça veut dire aussi une légèreté. Voilà, ce sont des mots qui, je trouve, ont une Mmh. légèreté en quelque chose. Ben, Ouais. voilà, la grâce, la danseuse. Comme tu le disais, ça peut être difficile d'être sur les pointes, mais finalement, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de ça me nourrit, ça me plaît, je montre de la légèreté vers l'extérieur. Mhm. Mmh. Tout à fait. Et c'est le contraire du faux self, hein, justement. Où là, tout est figé et tout est et confortable et pesant en même temps. Et effectivement, sortir de ça, c'est une prise de risque et la prise de risque permet la grâce. Ok, merci. C'est joli ça aussi. Euh, Tu as évoqué le mot parfait ou la difficulté d'aller vers ce mot parfait. Et c'est vrai que dans mon parcours personnel, à un moment donné, il y a le terme mieux, faire de son mieux, Mmh. qui m'a beaucoup allégé en fait les poids sur les épaules en disant, j'ai pas voulu me moquer de ce travail à faire ou de cette personne ou de. Il y a des moments je peux plus, il y a des moments je peux moins, je Mmh. fais simplement au mieux parce Mmh. que je prends pas, si je le fais, je prends pas par-dessus la jambe, si je le fais, c'est vraiment que j'ai envie de Mmh. bien le faire, mais en tout cas au mieux Mmh. et effectivement éviter la perfection qui est là aussi un Mmh. épuisement quelque part. Bien Et sûr. vous avez repris une phrase que j'aime beaucoup. Effectivement, dans la contrainte s'exprime la créativité. Tu as Mmh. développé ça avec le concept du foot. Si le terrain n'a Mmh. pas de borne, effectivement, Mmh. on ne peut pas jouer à l'intérieur. Donc la créativité et la difficulté, c'est sans doute le travail de l'artiste. Ça me fait penser à la toile de peinture. Mmh. S'il n'y a pas de limite à la toile, Ouais. on va pas avoir la Mmh. créativité à l'intérieur de cette toile. On passe son temps à Bien dépasser sûr. la toile. Et ouais. Ou l'oulipo. Ça m'a fait penser aussi aux paroliers. Je me souviens d'une chanson de Zazie Mmh. qui disait on n'écrit pas quand tout va bien. Mmh. Et donc, quelque part, peut-être que pour déployer son talent, effectivement, bah, ce cadre de l'être humain qui vit des difficultés peut être aidant pour, par politesse peut-être, ou par survie, créer cet aspect aussi artistique, ou par envie de Ouais. s'alléger, peut-être. Est-ce que Ouais. ça te parle, ça? Mais complètement. Et je le c'est ce qui me m'anime dans ce passage entre l'être et l'existence, c'est-à-dire que euh, quoi qu'on ait vécu dans son être, et parfois on a vécu des choses pénibles et lourdes, on peut euh, s'en servir pour en faire quelque chose ailleurs, dans un autre espace, dans un autre système où ça devient de la ressource. Et en ce moment, par exemple, j'accompagne beaucoup de soit de praticiens qui ont eu des vécus un peu difficiles et qui essaient de s'en servir pour donner du sens à leur pratique sans être dans un truc un peu narcissique où finalement ils n'aideraient que des gens qui sont le reflet d'eux-mêmes. Justement, ils veulent pas être là-dedans et ils cherchent un moyen de faire un pont avec justement cette élégance et en évitant et la lourdeur et le narcissisme inutile. Et je travaille aussi avec des auteurs, avec des écrivains qui sont animés par ça. C'est-à-dire que pour X raisons, ils ont eu envie et besoin d'écrire autour de leur souffrance. Et au moment où il est question de le publier, au moment où il est question de faire passer cette histoire dans l'espace social, il s'agit de trouver une façon de l'assumer qui ne soit pas une façon égotique de montrer un reflet de son moi au monde, mais de le porter avec avec une posture qui soit à la fois habitable, élégante, qui donne du sens et qui permet de transformer son vécu, aussi douloureux soit-il et aussi singulier soit-il au sens vraiment très différent du commun, et de le rendre aussi universel que possible, c'est-à-dire faire en sorte que les gens puissent s'en saisir et y projeter ce dont ils ont besoin pour pouvoir habiter leur propre douleur, leur propre difficulté. Et pour faire ce passage-là entre les deux, bah, c'est un travail et de distanciation, c'est de transformer son petit malheur, sa petite souffrance et sa petite névrose en quelque chose euh, qui soit beau et universel à la fois.
C'est-à-dire qu'on a enlevé tout ce qui a tout ce qui peut relever du narcissisme, tout ce qui peut relever de l'abus de souci de soi, pour en faire quelque chose qui dépasse les limites du moi. Voilà. Et je trouve ça, non seulement je trouve que c'est beau, mais je trouve ça très beau de contribuer à ma façon à accompagner les gens qui vivent ça. Voilà. Je trouve que c'est une belle façon d'occuper son temps. Ouais. D'occuper son temps. En attendant quoi? Ouais, avant de mourir. En attendant la mort qui vient. Voilà. Eh ben, on retrouve les sujets favoris des HP, bravo. C'est ça. Et si on jouait avec la mort pendant qu'on n'est pas mort, ça prouve bien qu'on n'est pas Mais mort. oui. Exactement. Ça, c'est, ça a été vraiment fondamental de comprendre ça, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux bien faire de sympa en attendant de mourir, pour que histoire qu'il se passe des trucs cool, histoire que ça soit beau. Voilà. Et puis ça, je trouve que c'est une belle façon. Mais je crois je te propose d'arrêter sur cette 4e de couverture du livre de notre vie, effectivement. À la fin, apparemment, il y a un point final qui existe et c'est bien d'en être conscient pour mieux vivre toutes les étapes qui se passent avant. Je te remercie beaucoup, Mariana, pour cet entretien. Je vais laisser maintenant la parole à Mathieu de façon à ce qu'il termine cet entretien. Merci beaucoup. Et ben moi, je suis là tout de suite avec la joie d'avoir écouté au casque ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Je me dis que j'ai un sacré binôme et que j'ai une sacrée invitée aujourd'hui. Et donc, je suis avec le plaisir, vraiment. Je viens pour conclure avec un grand sourire. Ça m'a fait plaisir, non seulement de pouvoir échanger avec toi autour de ces sujets-là qui nous animent tous les deux. Et c'est vrai que quand on arrive à transformer son extraterrestre en quelque chose en une posture habitée et vivante, non seulement on a une vie nettement plus agréable et sympathique et joyeuse, mais en plus on se rend compte que tout le chemin qu'on a pu faire pour passer de l'extraterrestre à l'humain avec les autres nous permet d'apporter à la collectivité un regard unique et dont elle a peut-être besoin, sûrement même d'ailleurs. Et c'est un très beau positionnement que tu as trouvé là, et j'ai hâte de voir les vidéos qui vont suivre, parce que je trouve que c'est très enrichissant d'envisager le changement à travers cette grille de lecture là que tu développes autour de ta troisième étape dont tu parles. Je trouve que c'est une excellente idée, et j'ai hâte de voir ce que tu vas en faire. Merci beaucoup, Mariana, pour ta disponibilité, pour la richesse de cet échange et l'humanité qui a pu en découler, et les clés pour les gens qui nous regardent. J'aimerais rappeler justement à ces gens que les liens qui mènent à ton travail sont disponibles sous cette vidéo. J'aimerais également prendre le temps de remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit d'analyse, puisque ce soir encore c'était une belle séquence. Et j'aimerais enfin te remercier toi d'avoir suivi cette vidéo. Je t'invite à réagir en commentaire, à mettre un petit pouce, t'abonner à la chaîne, et puis surtout n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut! Thank you.